Alors pour démarrer cet après-midi, j'ai l'honneur d'intervenir pour présenter un projet qui a été préétudié, je dirais en étude préalable, par mon prédécesseur, architecte en chef des monuments historiques de la Côte d'Or, Éric Palot, et dont j'ai été chargé de poursuivre l'avancement. Il s'agit de la restauration de la sacristie et de la rotonde de la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon. Alors, c'est un édifice qui mérite, pour que l'on comprenne les questions que pose le projet, que je vous en fasse une brève présentation qui sera au pas de charge. Certains d'entre vous le connaissent certainement parce que c'est certainement un des monuments emblématiques disons, de l'architecture pré-romane en France. La cathédrale Saint-Bénigne, d'abord abbatiale, telle qu'elle apparaît aujourd'hui à vol d'oiseau, et d'abord une abbatiale construite par Guillaume de Volpiano, inaugurée en 1018, donc elle a exactement 1000 ans, première pierre posée en 1018, et qui a cette particularité d'associer un plan basilical à une rotonde qui se trouve au-delà de l'abside et qui elle-même assure l'articulation entre la basilique et une construction primitive, mausolée du VIe siècle. Vous voyez comment la restitution montre la complexité de cet édifice à plusieurs niveaux, et notamment la rotonde. Édifice qui s'inspire très directement, évidemment, d'un monument phare de l'architecture antique, qui est le Panthéon de Rome, dont il reprend notamment le plan, mais aussi la symbolique, la consécration à la Vierge, qui a été, je dirais, qui a engagé l'histoire du Panthéon en tant qu'Église. Et on voit aussi le lien avec des édifices constantiniens, tels l'Anastasis de Jérusalem. Donc vous voyez tout à fait à droite le plan et la coupe de Saint-Bénigne. Et ce qui est frappant, c'est cette échelle par rapport au Panthéon, et ces constructeurs de l'an 1000 qui ne manquaient pas, cependant, d'ambition d'aller se comparer à ces grands modèles. Donc cet édifice absolument extraordinaire, dont on disait qu'il n'y avait pas vraiment d'équivalent en beauté et en taille en France à l'époque, donc que l'on connaît fort bien par des relevés du XVIIIe siècle, qui offre une spécialité absolument étonnante et qui se trouve entièrement rasé à la Révolution, non pas du fait des révolutionnaires véritablement, mais du fait que l'ancienne abbatiale devient à ce moment la cathédrale du diocèse de Dijon et que l'on souhaite libérer l'édifice gothique de ce qu'on considère comme quelque chose qui gêne et qui est source d'insalubrité. Mais le monument reste dans la mémoire des Dijonnais et il est redécouvert fortuitement au milieu du XIXe siècle. Et là, une personnalité que nous connaissons bien visite le site et a cette idée qu'à l'occasion de la nécessité de construire une sacristie pour la cathédrale, il serait possible d'installer cette sacristie dans le chevet, de lui redonner, et ça c'est une analyse que Éric Palot a su faire, redonner en fait par la présence monumentale une forme de mémoire de la rotonde à l'axe de la cathédrale et profiter de cette installation de ce monument neuf, la sacristie, pour restaurer le monument souterrain qui reste et qui se trouve en fait enfoui, le dernier étage se trouve enfoui dans des décombres sous la cour. Et donc on procède au dégagement de cette rotonde, cette vue absolument fantastique qui montre qu'on a alors su garder les colonnes sculptées disons, du XIe siècle, mais que par contre, les voûtes ont été, semble-t-il, démolies au fur et à mesure que l'on avançait, de même que les murs périphériques qui ont été entièrement reconstruits. Et voilà le dispositif constructif imaginé pour faire reposer la sacristie par-dessus la rotonde. Donc c'est absolument exceptionnel, c'est un tour de force. Et tout ceci est donc rétabli tel que le XIXe siècle a su le faire, avec le rétablissement des voûtes, en utilisant des techniques à chaque fois aussi proches que possible de ce qu'on connaissait des techniques médiévales. Voici la sacristie, donc édifice néogothique dessiné, très largement guidé par Viollet-le-Duc, mais dessiné donc par Jean-Philippe Suisse et inauguré en 1865. Donc on voit bien cette harmonie stylistique qui était recherchée avec le chevet de la cathédrale. Et ici, la couverture de la coupole de la rotonde,
qui cherche à évoquer par la création d'un opaion, à évoquer en fait la disposition d'origine qui évidemment se trouvait au départ 2 étages au-dessus et qui évoque directement donc le Panthéon de Rome. Alors, évolution de cet édifice incroyable, eh bien, la voilà, un terrible appauvrissement, parce que manifestement la pierre présente des dégradations importantes, mais aussi parce que le jugement des hommes a évolué et que dans les années 1940, à l'occasion de l'affection de la couverture, on a jugé bon de simplifier complètement tout ce qui pouvait être considéré comme des colifichets troubadours. Et on a d'ailleurs aussi cherché à embourgoniser l'édifice, donc qui était couvert en ardoise, le tirer vers ce sens du régionalisme en le couvrant en tuiles. On voit aussi que la couverture de cette coupole, qui était un exercice d'écriture néo-roman, mais qui était conçu pour fonctionner avec la sacristie, est remplacée en 1939 par une construction en béton et qu'un dispositif compliqué d'étanchéité, qui est pas moins que le 3e mis en place, est alors installé, qui sera repris encore une fois. En réalité, la couverture de la rotonde est une disposition donc, de cet édifice enterré, un problème de toujours et qui n'est aujourd'hui pas résolu. Donc le résultat, c'est aussi des décroutages, des épidermes qui ont été enduits lorsque le XIXe siècle a rétabli cette rotonde et qui ont été décroutés, ce qui aboutit évidemment à une présentation extrêmement hétérogène et qui révèle aussi le niveau de dégradation atteint en raison essentiellement des infiltrations, tant par le haut que par les terre-pleins. Alors, la connaissance de cet édifice plus fine nous amène à distinguer, grâce notamment au texte, mais aussi aux observations qui ont été faites sur place avec le LRMH. Je remercie notamment Lise Leroux, Anne Bourgès et Myriam Bouichou pour leur implication dans ce dossier. Donc, nous avons pu retrouver trois natures de pierres pour la sacristie. Une pierre de Dijon employée pour les remplissages, pierre de Dijon dans un faciès assez courant, un faciès dur. Une pierre dite tendre de l'Arrêt, qui est en fait aussi une pierre de Dijon, mais effectivement beaucoup moins dure et moins courante. Et puis une pierre dite surtile pour des parties plus ajourées, telles que les garde-corps. On voit de façon rapprochée ces différents parements. La pierre de Dijon en taille smillée, la pierre de l'Arrêt qui est traitée en boucharde, et la pierre du surtil, beaucoup plus refouillée, beaucoup plus coquillère. Le lanterneau et la couverture de la coupole ont disparu, donc on a aujourd'hui en place une structure en béton de 1939, mais on a pu retrouver fortuitement dans un trou de fouille des vestiges que l'on a pu identifier très certainement comme étant ceux de cette couverture d'origine, donc de 1860, une pierre dure à grains fins, à inclusion de mica, qui pourrait être une pierre de Châtillonnais ou une pierre de Massangis. Et puis, en ce qui concerne la rotonde, donc édifice mi-partie, ou peut-être même plus encore 19e que 11e aujourd'hui, nous avons des colonnes en pierre danière du XIe siècle qui sont toujours en place, quelques rares maçonneries du XIe siècle, mais on voit très sévèrement rejointoyées au ciment, et surtout un important linéaire de murs neufs du XIXe siècle, toujours avec cette fameuse pierre de Dijon. Alors, la localisation de ces pierres est très éloquente. On voit que dans un rayon de 5 km, on trouve les pierres qui, pour l'essentiel, constituent cet édifice et qui sont tout à fait dans la lignée au XIXe siècle, dans la continuité de ce qui a été fait sur la cathédrale depuis le Moyen-Âge, où on a commencé en pierre danière, où on a poursuivi en pierre de Dijon, exploitée sur les coteaux juste au nord-ouest. Ensuite, on a cet approvisionnement pour la sacristie en pierre de Dijon, l'Arrêt, et on voit qu'on se situe pour ces pierres de Dijon sur 2 étages donc du Jurassique moyen, le Calovien et le Bâtonien. Or, il se trouve que ces 2 étages sont séparés par une couche argileuse, et donc on a des approvisionnements qui sont ensuite répartis en fonction de la dureté de la pierre. Le diagnostic sanitaire, évidemment, mais la première chose qui saute aux yeux, c'est l'état de dégradation avancé de ces pierres, un état de dégradation qui est réparti sur l'ensemble de la sacristie, qui ne semble pas lié à une exposition particulière ou à un accident, et qui présente différentes figures de dégradation, mais qui aboutissent, dans certains cas, à de très graves altérations
des reculs de parements et des parties sculptées, des parties également de protection. L'ensemble des membres de l'architecture est défiguré. Et on a donc une lecture qui permet aussi de voir comment les dégradations peuvent naître autour de stylolithes qui sont quelquefois importants sur cette pierre, mais assez vite aboutir à des boursouflures, des détachements importants. Une localisation de ces dégradations sur les différentes façades avec des concentrations parfois importantes. Et effectivement, donc je dirais la situation géologique et aussi le type de dégradation amène à penser qu'on pourrait, parmi plusieurs facteurs de dégradation, parmi lesquels la pollution atmosphérique, on pourrait penser aussi que la présence éventuelle d'argile sur des bancs de pierres de Larrey pourrait être responsable de ces dégradations qui ne concernent absolument pas les pierres de Dijon, ni les pierres d'Is-sur-Tille, mais bien uniquement les pierres de Larrey, qui restent l'emploi majoritaire en façade. Et on peut éventuellement s'interroger aussi sur le rôle de la finition bouchardée sur une pierre qui reste assez peu dure et qui a pu effectivement fragiliser les parements. Mais c'est surtout les argiles qui nous intéressent, et il se trouve que là, on a quand même un faisceau croisé d'indices, puisque sur d'autres édifices classés monuments historiques à Dijon, sur lesquels nous sommes en train d'étudier les projets de restauration, nous avons également des problématiques de fragilité de pierre, toujours cette pierre de Dijon, également située dans des périodes d'exploitation qui sont le 19e siècle ou la fin du 18e siècle. Et dans le cas pareil, donc on est ici à la cour d'appel, sur des travaux de Félix Gionois, 1878, ou à la Drac, sur les colonnes du péristyle, où on est là sur, là aussi, un faciès de pierre de Dijon, où le LRMH a identifié de fortes teneurs en argile, zinnite et des montmorillonites. À ce stade, la pierre de Larrey ne fait pas partie des faciès identifiés et disponibles dans la lithothèque du LRMH, et donc on reste sans informations, notamment sur les caractéristiques pétrophysiques de cette pierre. Et donc, au stade d'avant-projet où nous sommes aujourd'hui, il est nécessaire de procéder à des analyses supplémentaires de façon à identifier précisément et confirmer donc les hypothèses qui sont faites sur les causes de dégradation, mais aussi de trouver le substitut nécessaire. Enfin, en conclusion sur le diagnostic, il est, je pense, utile de revenir sur le fait que nous avons là cet édifice très dessiné, néo-gothique, où je dirais peut-être que plus sur des édifices d'autres époques, le trait l'emporte sur la matière et où on a une défiguration et un appauvrissement de l'architecture évident. En ce qui concerne la rotonde, les problématiques sont tout à fait différentes. C'est un édifice qui est surtout pêche par son défaut de protection vis-à-vis des infiltrations, ce dont témoigne la cartographie des désordres et de la localisation de l'humidité, ce dont témoignent les désordres visibles, leurs conséquences sur les rares vestiges d'enduits et de décors anciens médiévaux, mais également sur les mortiers des voûtes du XIXe siècle qui sont pulvérulents, sur les mortiers du XIXe siècle qui, là, donc, emploient en particulier pour les voûtes du ciment naturel et pour les murs, un ciment plus dur. Et il y a eu aussi des reprises au XXe siècle en Portland, et donc l'humidité évidemment mobilise les sels, et là c'est la pierre qui en fait les frais. Donc les dégradations et les causes évidemment, c'est ces défauts d'étanchéité, des étanchéités successives à travers toute l'histoire de la rotonde depuis sa restauration. Et encore aujourd'hui, on voit qu'on est sur la fin de vie d'un dispositif, par ailleurs rendu compliqué par la conservation des fossés périphériques, et puis par l'emploi aussi effectivement d'ouvrages en béton armé dont on sait la fragilité, et qui là aussi sont aujourd'hui en fin de vie. Les analyses nous montrent comment les sels, les profils de teneur en eau et les localisations de sels sont liés, comment également on est à la fois sur des concentrations en pied de mur, mais aussi en partie haute, et comment on a donc très certainement à la fois des infiltrations par le sous-sol, mais aussi des infiltrations par les voûtes et par les terre-pleins. Il y a là un enjeu de protection immédiate à mettre en œuvre très rapidement, avant même que d'envisager une restauration intérieure, de façon
à imaginer que l'état d'équilibre actuel, qui est un état dégradant, bien sûr, c'est un état disons, non satisfaisant pour la conservation de la matière, puisse, dans une transition longue et contrôlée, aller vers un état futur d'équilibre où le couple température et humidité puisse rester favorable à la conservation. Alors le projet de restauration, et c'est là que l'on rentre dans cette réflexion sur le pourquoi faire. Là-dessus, nous sommes, je dirais, engagés dans les pas qui avaient été déjà tracés par Éric Palot dans son avant-projet, qui était de souligner comment cet édifice finalement duel, la rotonde et la sacristie, ne font qu'un, sont un projet remarquable de restauration du XIXe siècle, tel que le XIXe siècle a su le faire avec une certaine maestria, et que voilà là l'objet de patrimoine qui nous intéresse. La rotonde, évidemment, est plus complexe, c'est un objet qui comporte un certain nombre de strates, mais là aussi, identifier que c'est finalement dans cette présentation du XIXe siècle qu'elle nous est parvenue avec une cohérence et une force de conviction évidente. Et par ailleurs, le projet, donc, en se proposant de rétablir donc, ce monument tel que le XIXe siècle nous l'a légué, envisage aussi d'intégrer les dernières découvertes archéologiques qui concernent des parties moins connues, qui n'avaient pas été dégagées au XIXe siècle, et qui sont, je n'ai pas eu le temps de le développer, les extraordinaires tours d'escalier latérales, nord et sud de la rotonde, qui sont des tours à noyaux ajourés, donc un dispositif architectural absolument unique pour le XIe siècle, et qui ont commencé à faire l'objet de dégagement, et qui seront, dans le projet, visibles depuis la rotonde. Et donc on retrouve le croisement des deux axes, l'axe longitudinal et l'axe transversal, qui redonne son équilibre à cet espace, de même que l'on retrouvera les sources d'éclairage telles qu'elles avaient été voulues à l'origine et telles que le XIXe siècle avait su les mettre en place. Par ailleurs, le projet envisage une modification des accès principaux de façon à permettre l'accessibilité et puis assurer la sécurité du public dans un édifice qui aujourd'hui ne peut recevoir plus de 19 personnes en raison de l'existence d'un seul accès. Donc un nouvel accès est créé avec un escalier neuf, hélicoïdal, qui comprend dans son noyau un monte-personnes, donc clin d'œil évidemment à la disposition des escaliers de la rotonde du XIe siècle, mais qui est installé dans le volume disponible de l'aile sud de la sacristie, avec tout un dispositif de médiation dont la rotonde aujourd'hui est totalement dépourvue. Alors entrons maintenant dans la méthodologie de ce projet de restauration en ce qui concerne la sacristie. L'identification des pierres qui sont à remplacer amène évidemment à poser la question jusqu'où est-ce qu'on réécrit le monument, et s'il est évidemment certain que le curseur que l'on garde en fond, c'est celui de la conservation maximale de la matière, d'un autre côté, il y a aussi cette pondération à avoir avec le monument, et se rappeler que, comme nous le dit la Charte de Venise, nous sommes dans la recherche de la conservation à la fois du témoin de l'histoire et de l'œuvre d'art. Et ici, l'œuvre d'art, c'est cette écriture qui doit être retrouvée. Pour autant, il ne s'agit pas de livrer un édifice ripolliné, et autant que possible, on essaiera de travailler en pierre à pierre. Or, ce que ça veut dire, c'est qu'on va, de cette façon, chercher à faire voisiner des pierres anciennes avec des pierres neuves dans des dispositions qui sont quelquefois pas faciles. Autant il est aisé d'installer des pierres neuves pour protéger des pierres anciennes en dispositif de larmier, par exemple, et là on voit bien qu'on a des logiques de renouvellement importants parce que la protection de l'architecture le nécessite. Autant, lorsque l'on veut intervenir de façon plus fine, il faut absolument que les pierres de substitution soient vraiment adaptées et, comme l'expliquait très très bien Lise Leroux tout à l'heure, très légèrement en dessous en termes de dureté et en même temps très proche en termes de faciès, en termes de caractéristiques pétrophysiques et évidemment minérales. Donc nous sommes engagés de ce fait dans une recherche sur les pierres de substitution disponibles aujourd'hui, étant donné que les carrières sont toutes épuisées, qu'un essai de rouverture de carrière de Dijon a eu lieu un temps, mais que c'était dans une condition d'exploitation d'une carrière de granulats à l'explosif, donc les massifs étaient fracturés par l'utilisation, et donc on avait des déchets considérables, et aujourd'hui cette carrière est fermée et ne peut envisager de donner les quelques 80 mètres cubes nécessaires à la restauration de la seule sacristie pour simplement la pierre de Dijon.
Donc nous avons là ce travail qui est engagé et où on voit au stade de l'avant-projet les étapes suivantes qui sont déjà un peu balisées avec les analyses pétrophysiques pour pouvoir comparer terme par terme les caractéristiques de ces pierres en termes de porosité, en termes de résistance à l'écrasement et de résistance à la compression dans l'ensemble des caractéristiques qui nous intéressent. Là aussi, la recherche, c'est d'essayer autant que possible de nous trouver dans les niveaux jurassiques caloviens ou battoniens, qui sont ceux des pierres d'origine. Et donc, on identifie ainsi dans notre carte un certain nombre de petits spots qui s'allument de potentiel. Alors, ils ne sont peut-être pas tous là encore, c'est un travail qui est en cours, mais qui vous permet d'en saisir un petit peu la méthodologie. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment la cohérence, je dirais, géologique de toutes ces pierres s'installe autour d'un massif au niveau effectivement de l'affleurement des mêmes niveaux géologiques et qui donne effectivement, on reste heureusement dans une géologie bourguignonne, mais qui peuvent effectivement nous amener cette fois-ci à quitter le périmètre des 5 km qui était celui de l'approvisionnement ancien. Enfin, sur la rotonde, il est évident que l'essentiel du travail concerne la protection, une requalification, mais aussi une simplification des dispositifs d'étanchéité avec le bouchement des fossés et la mise en place d'étanchéité continue, qu'on est bien obligé, avec humilité, de penser comme des ouvrages à la fois évidemment conçus pour durer, mais en même temps, au regard de l'histoire millénaire de la rotonde, ce sont des ouvrages sacrificiels. Donc l'idée, c'est que plus simples ils seront à refaire lorsqu'ils auront atteint leur cycle de vie, et on sait qu'une étanchéité aujourd'hui, au-delà de 50 ans, on est déjà bien content. Donc on est dans cette logique de se dire que là, on est sur une protection sacrificielle, pour autant à un niveau de qualité évidemment et de simplicité maximum. Il y a tout un réseau de ventilation naturelle qui est installé pour assurer l'assainissement de la rotonde, qui est l'occasion de créer un mobilier, et nous sommes ici dans la cour aujourd'hui de l'École des Beaux-Arts, donc il y a un travail aussi sur les usages de cet espace qui est dévolu aux étudiants, et la restitution de la couverture de la coupole dans les dispositions de Jean-Philippe Suisse, à partir des documents d'archives qui nous permettent de parfaitement connaître la modénature, le calepin, mais qui nous amènent évidemment à nous poser la question du pourquoi de la dégradation et de la nécessité de remplacer cette disposition dans les années 1930. Et évidemment des sources des ordres mécaniques qui sont le fait qu'on est en appui sur cette voûte et qu'il faut éviter les glissements. Donc il y a à la fois une réflexion sur les recouvrements, selon les mêmes dispositifs qu'une couverture, mais il y a aussi une réflexion mécanique pour l'équilibre général de cette structure qui sera à réaliser en pierre aussi proche que possible, puisque les pierres que l'on a trouvées sont en parfait état, et il est évident que ce n'est pas la nature de la pierre ici qui est en cause, mais bien la mise en œuvre. On voit ici les moyens qui seront engagés pour les 4 ans de chantier de cette restauration double, avec la mise en place d'un parapluie au-dessus de la rotonde, et pas simplement de la sacristie, donc qui va également bénéficier de son parapluie, ça c'est plus classique. Celui de la rotonde aura pour rôle de permettre un assèchement progressif, contrôlé, c'est-à-dire que nous allons mettre en place une surveillance climatique, et donc là je vois aussi les liens qui se refont avec les interventions de ce matin, de façon à voir quel est l'état d'équilibre actuel, comment est-ce que l'ouverture progressive des ouvertures et des baies peut nous permettre d'installer une ventilation naturelle qui permet l'assèchement, tout en contrôlant à chaque instant les conséquences de chacune de nos actions sur le climat intérieur. Et par ailleurs, donc sur cette transition douce qui va durer 3 ans au moins, un travail évidemment de dessalement qui, par des mortiers sacrificiels, va éviter que les pierres en œuvre accusent le coup des cristallisations successives qui vont avoir lieu dès lors que l'on va modifier l'équilibre. Donc là, ce sont des techniques de mortiers sacrificiels qui vont être en plusieurs passes. On purge les mortiers qui ont absorbé les sels et, in fine, on assainit de cette façon les maçonneries en vue d'une restauration définitive avec les mortiers je dirais, compatibles avec les maçonneries anciennes et le rétablissement des enduits dans la configuration qui avait été donnée par le XIXe siècle, retrouvant évidemment une présentation enduite qui est celle du XIe. Et donc, on peut penser que le monument, à l'issue de cette restauration, va véritablement vivre une renaissance spatiale qui sera certainement très impressionnante. Donc, on voit ici le plan de phasage de ce chantier, et j'insiste un peu sur cet aspect pour dire comment est-ce que donc, ces observations, comment est-ce que l'apport scientifique et ces observations qui ont été faites
sur l'état de la pierre et la conservation ont véritablement guidé la méthodologie d'intervention au stade des études. Voilà, à ce jour, il ne reste plus qu'à mettre cela en pratique pour un chantier qui démarrera l'année prochaine. Je vous remercie. Vous connaissez tous le Mont-Saint-Michel. Le cloître de l'abbaye du Mont-Saint-Michel, c'est évidemment un ouvrage très précieux dans le grand projet de la merveille. Ce sont des édifices qui ont été construits au XIIIe siècle avec une idée bien précise qui était de faire venir, réanimer en quelque sorte l'abbaye bénédictine avec un projet moderne, contemporain, qui permettait de susciter de nouvelles vocations. Alors, notre sujet, c'est le cloître. Le cloître, très significatif de ce grand projet et indispensable, évidemment, à la vie monastique. C'est en même temps quelque chose de très particulier dans l'architecture monastique. C'est un lieu sacré, un lieu de théophanie qui consacre le lieu qui est l'abbaye par cette intercession qui existe entre la terre et le ciel. C'est un point très, très particulier. Et le cloître est à l'image du jardin de la Genèse, préfiguration du paradis à venir, la Jérusalem céleste, que l'on représente traditionnellement comme un carré ponctué de tours et portes. Mais vous connaissez tout cela. C'est donc dans ce cadre à la fois symbolique, fonctionnel, liturgique et archéologique que nous allons travailler. Je ne sais plus quelle est la photo. Voilà, donc le cloître tel qu'il existait encore avec son jardin au moment où nous avons commencé nos études. Alors les études, elles sont liées, donc on a démarré ces études en 2013 pour des travaux qui se sont déroulés de 2016 à 2017 en site occupé. La grande question qui nous taraudait, c'était évidemment, puisqu'il s'agit d'un jardin suspendu, donc qui est dans une situation très particulière par rapport à des cloîtres que l'on connaîtrait dans d'autres monuments. Ici, c'est un réceptacle d'eau. Et donc, le principal sujet, et d'ailleurs sujet qui a été récurrent au cours de toute l'histoire de cet édifice et de cet ouvrage, c'est la lutte contre contre l'humidité, contre l'eau, afin d'éviter des infiltrations sur les salles qui sont au-dessous. Et alors au-dessous, on a la salle dite des chevaliers, donc qui était le grand scriptorium de l'abbaye. Donc c'était un point très important pour que les moines puissent travailler correctement. Alors, dans l'histoire, donc là, vous voyez, c'est l'état avant les restaurations. Dans l'histoire, c'est quelque chose qui donc est assez bien documenté. On a notamment quelques textes qui nous indiquent l'état du cloître à partir de 1228, c'est la date de création de 1228. D'ailleurs, c'est une date assez particulière pour ce cloître, puisque c'est la même date que la canonisation de Saint François. Et Saint François est représenté dans ce cloître, ce qui est assez énigmatique, mais on arrive à comprendre dans toute l'iconographie et la représentation des sculptures de cet édifice, de cet ouvrage, pourquoi il y avait la représentation de Saint François. Le jardin, qui est au centre, alors vous avez ici les vues de la maquette, évidemment on ne voit pas le jardin, le jardin est signalé dès 1324. Les couvertures des galeries sont en plomb jusqu'en 1633, et les Maurice interviennent dans les lieux, donc d'où cette maquette qui a été créée conçue par les moines eux-mêmes.
Donc à partir du XVIIe siècle, les Maurices s'installent dans ces bâtiments et en font un certain nombre de modifications qui sont assez bien documentées par différents textes que l'on a pu retrouver ou dégager, enfin qui sont connus, il n'y avait pas de... Mais on a mis un éclairage particulier sur cette histoire du cloître. Évidemment, je ne sais plus si on en est... voilà, donc je pense qu'on est dans la 7e photo. À la Révolution, les moines sont chassés de l'abbaye, comme dans beaucoup d'abbayes, et l'abbaye est transformée en prison en 1793, qui devient ensuite prison d'État en 1811. Alors, on voit ici sur ces images des choses très très intéressantes, sur lesquelles je ne vais pas m'appesantir, mais ça faisait partie de notre réflexion historique, notamment donc, ces deux vues, l'une de Viollet-le-Duc et l'autre de je ne sais plus qui, où vous voyez des modifications importantes dans les galeries, ce qui a suscité donc des charges difficilement contrôlables sur les fines colonnettes de ce cloître, qui donc a entraîné des désordres qu'il faudra ensuite reprendre au XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle. L'édifice est classé au titre des monuments historiques en 1863. Et donc, à partir de ce moment, voilà, donc... les travaux d'Édouard Corroyer vont démarrer. Édouard Corroyer est le premier architecte en chef qui est nommé pour la restauration du Mont-Saint-Michel et fait un travail considérable de relevé, d'analyse pendant une année pratiquement. Et puis va s'intéresser donc à la restauration de ce cloître dû précisément aux problèmes de stabilité et d'étanchéité. Et voyez, Corroyer prend en charge cet édifice après déjà quelques travaux qui avaient été réalisés au début du XVIIIe, notamment la suppression des chambres ou des cellules qui occupaient l'aile nord. Et puis, vous voyez, donc tout avait été étayé, mais toute cette partie-là n'avait pas encore fait l'objet de travaux. Vous voyez qu'on avait rempli certaines arcatures de briques ou de pierre, de façon à consolider, étayer provisoirement l'édifice avant, pour éviter son écroulement. Et puis on voit ici sur cette image assez intéressante, là c'est l'état qui est bien décrit dans les textes mauristes. Le cloître était lambrissé et recouvert donc dans ses voûtes de plâtre. Nous avons aussi des réflexions très intéressantes sur l'état du sol dont je vais reparler. Alors, la première restauration de notre ouvrage, 1877-1880. Donc, Édouard Corroyer, que nous voyons ici en pleine réflexion littéraire, établit un projet tout à fait dans l'esprit. C'est un élève de Viollet-le-Duc, donc il fait un projet, il rétablit en quelque sorte le monument dans un état qui peut n'avoir jamais existé. Donc c'est tout à fait dans l'esprit de cette fin du XIXe siècle. Et ce projet est le suivant. Donc il va évidemment proposer la restauration de l'ensemble des arcatures, du sol, et puis du couvrement, donc charpente et couverture, et voûte en bois dans les galeries. Son projet va d'ailleurs un petit peu évoluer dans sa réalisation, comme vous allez pouvoir le constater. Donc voilà les photos très intéressantes du chantier qui se déroule sur 2 années. Et on voit que Corroyer démonte totalement les galeries avec un numérotage très soigné, puisqu'on a encore des traces de ce numérotage, c'est tout à fait intéressant. Donc il reprend entièrement toutes les arcatures, il crée une nouvelle charpente pour couvrir les galeries, et il installe une couverture sur ces charpentes. Vous voyez que la charpente est en berceau brisé,
alors qu'initialement, il avait plutôt prévu un berceau au plein cintre. Donc voilà, c'est les photos de ce chantier, avec un certain nombre de difficultés sur la sculpture elle-même, où Corroyer est arrêté dans son élan par la Commission supérieure des monuments historiques. Il voulait refaire beaucoup de sculptures et on l'a un peu empêché d'aller aussi loin. D'ailleurs, je crois que j'ai une image qui nous permet de voir voilà Saint-François. Et les propositions qu'il faisait, donc voici une de ces propositions, et voici le résultat. En fait, la pierre a été... la sculpture a été entièrement conservée. Ce n'est pas le cas partout, mais dès qu'on avait des sculptures un petit peu précieuses, figuratives notamment, la commission supérieure l'a empêché d'aller aussi loin dans la restauration et à limiter son intervention. Donc déjà, c'est un point intéressant sur la manière de restaurer à cette époque. Non seulement le démontage, mais aussi donc cette reprise quasi complète des pierres altérées. Par chance, alors c'est pas du tout comme à Saint-Bénigne, par chance ici, on a travaillé de la pierre, enfin, Corroyer a travaillé avec de la pierre de Caen qui était encore exploitable à l'époque, donc il n'y a pas de modification de pierre. C'est pas tout à fait la même chose pour les colonnettes, puisque les colonnettes étaient en marbre venant d'Angleterre et qui était en très mauvais état, comme vous allez pouvoir le voir avec quelques autres clichés. Et là, il est intervenu assez lourdement en remplaçant la quasi-totalité des colonnettes par un poudingue, enfin un marbre poudingue de la Manche, alors que le marbre d'origine était d'Angleterre. Ce qui mériterait aussi quelques développements sur les contacts que pouvait avoir la communauté bénédictine avec nos voisins anglais. Voici donc les différentes les propositions de Corroyer et puis l'existant. Alors, et puis sur la couverture, Corroyer invente en quelque sorte une couverture en tuiles plates. Il nous dit qu'il a retrouvé dans un gravat qui provenait du cloître des morceaux de tuiles, ce qui lui fait dire que le cloître, les couvertures du cloître étaient en tuiles plates, avec ce dessin de chevron assez curieux, qui n'est pas forcément très local. Et on n'a pas de traces historiques qui nous précisent qu'on avait des couvertures en tuiles sur ce bâtiment. Bref, Corroyer donc, termine sa restauration de cette manière et traite la partie centrale, le jardin, en dalles de pierre, tout simplement, avec des façons de caniveaux pour évacuer les eaux dans 4 évacuations d'eau pluviale situées au nord, que l'on voit, qu'on repère très bien sur la façade nord, parce qu'on a des grandes gargouilles qui dépassent, qui se prolongent sur 1 mètre au-delà des façades, et qui montrent bien, d'ailleurs c'est dans cette galerie-ci, donc tout cela est masqué sous un dallage, et le dallage que propose Corroyer est environ à 30 cm au-dessus du dallage médiéval, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Donc il refait entièrement le dallage, et voyez ici, c'est une vue de Sagot, donc c'est un architecte qui a travaillé pour Corroyer antérieurement à ses propres travaux de restauration, et voyez que ça c'est le relevé avant le travail de Corroyer, où on a donc un emmarchement pour accéder au réfectoire. Ce qui nous a montré qu'on avait donc un sol qui était initialement plus bas,
et qui, lorsque Corroyer est intervenu, a remis donc ce sol, enfin a créé un sol au niveau du réfectoire. Donc vous voyez ce dallage que l'on voit ici et qui va nous servir ensuite de réflexion concernant la fonctionnalité du cloître, puisque vous voyez que ces bancs périphériques sont inutilisables puisqu'ils étaient à 20 à 25 cm du sol, ce qui nous a interrogés. Deuxième alors voici donc le travail terminé avec le grand dallage central, et vous voyez ces grandes formes de caniveaux que Corroyer avait mis en place pour l'évacuation de l'eau vers ces exutoires qui passent sous le dallage du sol des galeries. Voilà le résultat. On a en fait une autre intervention sur laquelle je ne m'attarde pas, c'est l'intervention de Paul Gou, qui était très archéologue et qui a fait un travail considérable sur le Mont-Saint-Michel. Et il s'est autorisé à changer les couvertures sans changer le matériau, mais en augmentant ou en agrémentant ces couvertures de nouveaux chevrons assez disgracieux à mon sens. Alors, on a une deuxième restauration, donc 60-70 ans après le travail de Corroyer, avec Froidevaux qui, lui, s'intéresse. La marque d'Yves-Marie Froidevaux au Mont-Saint-Michel est très particulière, puisqu'il réintroduit, en quelque sorte, les matériaux d'origine, les matériaux traditionnels qui sont utilisés dans le département de la Manche. Et donc, il refait les couvertures qu'il méritait, en remplaçant la tuile plate par cette couverture en pierre qui est jointoyée et qui est accrochée sur un litonnage par des chevilles de bois. Donc c'est une technique très traditionnelle, très locale, qu'on trouve dans le département de la Manche. Et son travail, quelques années après, sera de refaire un jardin qui était attesté, comme j'ai pu vous le dire, à l'époque médiévale, qui est attesté également au temps des Mauristes, et que Yves-Marie Froidevaux, avec l'aide du père Senneville, qui était le prieur bénédictin de l'abbaye, que André Malraux, du fait du millénaire de la création de l'abbaye en 1966, donc en 866, fait revenir, donc on revient, une nouvelle communauté bénédictine s'installe donc au moins à ce moment-là, ce qui suscite ce grand projet, un certain nombre d'interventions dans l'abbaye, mais notamment ce projet de création d'un jardin très simple, très sobre, très modeste, en même temps très symbolique dans le cloître, et qui est finalement une restitution de quelque chose qui existait certainement à l'époque médiévale. Enfin, mon intervention est suscitée par donc les désordres que je vous expliquais tout à l'heure, donc avec beaucoup d'infiltration d'eau. Alors, quelques images ici qui vous permettent de comprendre ces infiltrations. Elles sont de plusieurs natures. Donc, vous voyez, dans la salle des Chevaliers qui est ici, on a des infiltrations d'eau considérables. On a fait quelques sondages dans le jardin, on s'est aperçu que le système très subtil, très intéressant de drainage qu'avait mis en place Yves-Marie Froidevaux, tu le disais tout à l'heure, d'ailleurs tous les 50 ans, il faut revenir sur les interventions de ce type dans nos monuments, c'est le cas ici. Le système de drainage était totalement obsolète. Le caniveau périphérique qui assurait l'écoulement de l'eau et notamment des couvertures était totalement bouché. Et puis on a un certain nombre d'infiltrations d'eau dans les galeries par les pluies battantes, mais également par cet afflux d'eau de pluie. C'est un réceptacle, comme je vous le disais, donc qui évidemment recueille toutes les eaux de pluie de cette région bien arrosée de notre pays. Donc, alors notre étude, évidemment, s'est basée s'est appuyée sur ce problème, mais nous avions aussi à traiter un certain nombre de sujets, notamment sur les
les colonnettes. Alors vous voyez ici les colonnettes de la restauration de Corroyer et les colonnettes d'origine. Et puis, de même pour les arcatures, on a mené toute une analyse de pierre à pierre, montrant par exemple ici le calcaire d'origine, et puis, vous voyez, donc les calcaires, la pierre de Caen de restauration. Quelques problèmes de micro-organismes, que ce soit sur les couvertures, comme on le voit ici, ou sur la pierre de granit, pardon, que l'on voit ici, et donc sous l'ardoise, sur les lambris, donc il convenait, vous voyez, toute cette pierre verte qu'il convenait aussi de traiter. Et puis un troisième sujet, en quelque sorte, qui est la dégradation humaine. Vous voyez, par exemple, ici, cette photo est symptomatique. Le public monte sur les emmarchements et puis a tendance à déstabiliser quelquefois les colonnettes, en tout cas avec les différents... ça grippe aux colonnes, noircit enfin, il y a un certain nombre donc, de dégradations qui sont des dégradations humaines qu'il fallait aussi résoudre. Alors le chantier s'est déroulé d'une manière assez spectaculaire parce qu'on est ensuite occupé, il était hors de question de fermer le monument et donc il a fallu intervenir par galerie alternée en quelque sorte, tout en maintenant donc les visites dans le bâtiment. Alors intervention sur les couvertures, c'est relativement simple, donc on a fait un démoussage, intervention sur le lambris de Corroyer qu'on a intégralement conservé. Donc on est bien dans le sujet de la restauration des restaurations. Il n'était pas question de le changer, et d'ailleurs il était plutôt en bon état, à part quelques petites planches, enfin c'était à la marge. Et donc un nettoyage, on a même retrouvé donc les couleurs de Corroyer, cette espèce de chocolat qu'il a utilisé, qui était tout à fait, qui donne d'ailleurs une lumière très particulière, donnant une valeur propre à la pierre et donnant un ciel plutôt sombre dans ces galeries. Et puis un gros travail sur le sol, où là nous avons proposé de revenir au sol médiéval. Par des sondages, nous avions pu reconnaître que le sol médiéval était à environ, comme je vous le disais tout à l'heure, à 30 cm sous le niveau de Corroyer. Alors je pense que Corroyer avait créé ce dallage de pierre légèrement plus haut parce qu'il avait ce système, il devait résoudre ce problème d'évacuation de l'eau de pluie qui passait sous le dallage. Alors on a fait une numérotation complète du dallage, de façon à conserver intégralement toutes les pierres de Corroyer. On les a sciées en deux et on les a reposées à un niveau très proche du niveau d'origine. Et là, s'est posée une question, c'est que lorsque nous avons dégagé l'ensemble des galeries, on est tombé évidemment sur le sol médiéval. Sol médiéval attesté par les archéologues qui ont pu suivre l'ensemble du chantier. Donc c'est posé alors ce sol était assez particulier, vous le voyez ici, c'est un opus incertum qui est assez courant dans l'architecture médiévale au fond, qui nous montre que probablement le chantier n'était pas tout à fait terminé. On sait qu'il n'était pas terminé puisqu'il y a la salle capitulaire par exemple n'a jamais été construite, mais nous montrait bien notamment les proportions d'origine. Vous voyez la proportion du mur bahut des colonnettes, puis les proportions des bancs. On pouvait s'asseoir donc d'une manière correcte sur ces bancs. Donc la question s'est posée de revenir à ce sol, mais qui était en mauvais état, enfin en mauvais état, il était plutôt chahuté, et l'on craignait l'accessibilité du public sur un sol un peu déformé. Donc avec l'inspection générale et puis le CMN, on a décidé donc de de poursuivre le projet que j'avais proposé, c'est-à-dire de légèrement au-dessus du sol médiéval, de faire ce dallage avec la pierre conservée de Corroyer, mais sciée à 3-4 cm. Donc on a à peu près 8 cm au-dessus du niveau médiéval. Donc voici ces ouvrages en cours de réalisation. Voici le sujet qui, évidemment, nous a interpellés de la même manière que Corroyer, c'est-à-dire l'écoulement de l'eau du jardin. Et donc, on est
pratiquement, on a réussi à le traiter. Vous voyez le résultat, donc les canalisations enterrées, et puis on a créé des petits canaux, des petits caniveaux recouverts d'une pierre d'un dallage moins épais, avec des regards pour pouvoir donc accéder et nettoyer éventuellement ces dallages. La question de l'étanchéité du jardin s'est évidemment posée. Donc on a remplacé la totalité de l'étanchéité d'Yves-Marie Froidevaux. On n'a pas repris le même principe. On a fait une étanchéité dite moderne que vous voyez ici en cours de réalisation. Et il était prévu de reprendre, de restituer, on a déposé le jardin d'Yves-Marie Froidevaux, il était prévu de le refaire à l'identique. Mais le projet s'est interrompu en cours de travaux, le CMN souhaitant faire une création de jardin, projet qui, jusqu'à maintenant, n'a pas vu le jour. Et donc voilà, ça c'est le projet tel qu'on pensait le réaliser, là-haut. Donc on reprenait à l'identique ce qu'avait fait Yves-Marie Froidevaux. Et puis voici le dallage que vous voyez donc remis en œuvre. Alors le travail sur les colonnettes était tout à fait intéressant. Je dois dire maintenant qu'on n'a pas changé une seule pierre, au contraire de ce qui est proposé à Saint-Bénigne. Là, il n'y a aucune pierre n'a été changée, tout a été conservé, y compris même sur les colonnettes où on s'inquiétait de l'état, vous voyez, de l'état de dégradation des colonnettes qui, elles, ici, sont d'origine. Hein, vous avez bien compris, celles-ci sont celles de Corroyer, donc plutôt en bon état, d'une couleur un peu différente, et celles d'origine sont celles-ci. Donc on a analysé par... comment on appelle ça? Par vitesse du son, voilà. Ce qui nous a permis de constater qu'on avait une matière encore très cohérente. Donc on a pu conserver ces colonnettes. Il y avait même une colonnette qui nous inquiétait parce qu'elle recevait une charge peut-être un peu différente des autres. Et on a réussi à montrer qu'elle pouvait encaisser encore largement ces charges. Donc c'est aussi un des points de ce projet où aucune pierre d'origine n'a été à nouveau changée. Et puis on a passé une graisse animale sur les pierres de Corroyer pour leur redonner un peu d'éclat. Ça, c'est une question de présentation. Le nettoyage était relativement simple. C'est un nettoyage, soit les micro-organismes étaient nettoyés au scalpel, ou alors on nettoyait à la vapeur. Enfin, le nettoyage des arcatures, ce qui n'était pas le problème le plus compliqué. On a utilisé je ne sais pas si c'est un nouveau produit, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, ça m'a été présenté comme une nouvelle, disons, un nouveau produit de pelable. C'est un Cira cataplasme, système monocomposant à base de polymère qui nous a permis donc d'obtenir un nettoyage absolument parfait tout en conservant la patine de la pierre, n'abîmant pas l'épiderme, et donc on a pu ainsi restaurer, nettoyer l'ensemble des arcatures. C'est impressionnant parce que tout était vert. Et puis voilà, donc le travail s'est achevé avec cette restauration des arcatures et cette mise en lumière que vous voyez ici, qui a pu se mettre en place, mettant l'accent sur une iconographie très particulière, très intéressante de ce cloître, qui est peu lisible par le public, qui doit être guidé pour insister sur tel ou tel élément. Voilà, c'est le travail de restauration de ce très beau cloître du Mont-Saint-Michel. Merci beaucoup.